Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact de la violence sur les femmes et sur les enfants dans la société haïtienne, parce que ça a des conséquences évidemment et ça contribue d'une façon directe ou indirecte à perpétuer le cycle de la violence. Alors, comment sortir de ce cycle infernal de la violence, voilà, par rapport à une société qui est livrée à elle-même, par rapport à un État absent pour gérer cette violence. Alors, pour parler de ce thème très important, nous avons avec nous Joanne Garnier. Bonjour Joanne. Bonjour Nadia, bonjour à tous les téléspectateurs. Oui, donc Joanne Garnier est spécialiste des droits de l'enfant, spécialiste des droits humains pour les personnes handicapées. Elle est également donc spécialiste de la lutte contre la violence basée sur le genre et elle est directrice exécutive de Impact, donc engagement, participation et capacité, une ONG haïtienne qu'elle a créée. Alors, Joanne, est-ce que tu peux te présenter par rapport à ce thème et par rapport aussi à ton activité ici? Oui, bon, je suis Joanne Garnier, comme tu l'as dit, j'ai fait le droit, j'ai fait des études de droit et poursuivre les traces de mon père. Et puis, après la faculté, j'ai décidé que les tribunaux n'étaient pas pour moi. Donc, j'ai décidé d'utiliser ce savoir et cette passion que j'avais pour le droit, pour les droits humains. Donc, je suis engagée depuis plus de 20 ans dans la thématique des droits humains. Et en 2011, avec des collègues haïtiennes et haïtiens, nous avons créé Impact. Et Impact, c'est une organisation qui travaille sur les droits humains, mais avec un focus sur les enfants, sur la protection des enfants, les trucs qui ont trait aux gens, aux droits de la femme et aussi sur l'inclusion des personnes handicapées. D'accord. Oui, c'est une organisation vraiment qui fait un travail énorme dans les écoles, avec les jeunes, vraiment. Donc, comment se passe le travail sur le terrain? Bon, d'abord, je dois dire que c'est un travail qui est passionnant. Au départ, c'est passionnant, travailler dans les droits humains, travailler avec les gens, les éduquer sur leurs droits, parce que je le dis toujours, il faut commencer par éduquer les gens sur leurs droits pour que eux ils puissent défendre leurs droits. Je pense que c'est l'une des raisons aussi qui m'a poussé à laisser cet espace de tribunal pour éduquer les gens pour que même ils puissent défendre leurs propres droits. Donc c'est un travail qui est passionnant, mais c'est un travail qui est très difficile, qui est extrêmement difficile dans un contexte où rien ne fonctionne, dans un pays où rien ne fonctionne. Et quand on parle de protection des droits humains, il faut un système, il faut des structures qui fonctionnent, sinon on risque de prêcher dans le désert, parce que quand vous éduquez les gens, quand vous éduquez les femmes, quand vous éduquez les enfants sur leurs droits et qu'ils connaissent leurs droits et qu'elles sont en mesure d'identifier les abus dont elles sont victimes et qu'il n'y a pas de recours, que les institutions ne fonctionnent pas pour punir les bourreaux. Donc c'est un défi, parce que les gens vous les armez, mais vous les armez pourquoi? Pour défendre leurs droits, et les structures n'existent pas. Mais je le dis toujours, c'est un débat, c'est un bon début, parce que avant, on entendait beaucoup parler de droits humains, mais c'est les gens qui parlaient des droits des autres. Et là, maintenant, quand on a les populations qui sont les plus marginalisées, qui parlent et qui revendiquent leurs droits, c'est autre chose. Et ça fait toute la différence, là, parce que ce sont des détenteurs de droits. Donc, ces gens, ces femmes, ces enfants sont en mesure de défendre leurs droits. Je dirais aussi que il y a un défi, parce que quand on parle des femmes et des enfants, c'est pas un groupe homogène. Il y a les femmes de la ville. La violence qui est perpétrée en ville n'est pas celle qui est perpétrée en milieu rural. Les femmes, ce que les femmes handicapées vivent, c'est parce que les femmes qui ne sont pas handicapées vivent. Et parmi même les femmes handicapées, il y a des groupes beaucoup plus vulnérables que d'autres, comme les femmes sourdes, par exemple, parce qu'il y a toutes sortes de stéréotypes autour du handicap, donc qui aggrave la situation et qui les rend encore doublement
doublement victime, entre guillemets. Oui, je comprends. Mais oui, donc c'est un travail très, très important. Et est-ce que dans ce travail, est-ce que tu sensibilises aussi les avocats, en fait, le système judiciaire d'une façon ou d'une autre? Oui, en fait, quand nous travaillons, c'est centré sur la personne, mais aussi ce sont des gens, les femmes et les enfants évoluent dans une communauté, dans une ville, donc c'est certain qu'il faut travailler avec tout ce qui tourne autour de la vie des femmes et des enfants. Et c'est pourquoi que quand on ne peut pas travailler sur la thématique de la violence faite aux femmes et aux filles et aux enfants sans travailler avec les parents, oui, sans travailler avec les hommes, sans travailler avec les garçons, parce que c'est ça. Donc tu peux pas seulement travailler avec les personnes qui sont à risque, il faut travailler avec les personnes qui sont à risque d'être les bourreaux. Les bourreaux aussi. Oui, donc c'est ça. Donc nous travaillons avec les médias, nous travaillons avec les enseignants, les enseignantes. Nous travaillons également avec le secteur privé, dépendamment de la thématique sur laquelle nous travaillons, parce que c'est un travail qui nécessite une mobilisation de la société, parce que la thématique de la violence faite aux femmes, aux filles et aux enfants ne concerne pas que les femmes, que les filles et que les enfants. C'est une thématique qui concerne la société. Bien sûr, bien sûr. Et donc, par rapport à ça, en fait, la violence qui est faite sur les femmes et les enfants a des graves conséquences. Et donc, ça dégrade la société, ça dégrade le tissu social. Et donc, une fois que le tissu social est dégradé, une fois que les problèmes de violence sont encore plus présents, ben ça renforce la violence sur les femmes et les enfants. Alors, est-ce que tu connais des modèles qui ont réussi à sortir de ce cycle infernal de la violence? Est-ce que tu connais des modèles? Oui. Il y a des modèles, mais d'abord c'est important de comprendre que c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, c'est un cycle qui se répète. Oui. Et pour rompre ce cycle de violence, il faut d'abord travailler avec les femmes et les filles, les enfants, les éduquer sur leurs droits. Ça c'est la première démarche vers une société qui est plus équitable, plus juste. Il y a l'éducation, parce que très souvent, les femmes qui sont des survivantes de violence, ce sont des femmes qui n'ont pas qui sont dépendantes à cause de leur dépendance économique, elles sont obligées d'accepter, elles se sentent obligées d'accepter la violence de leur conjoint. Donc ça c'est un élément. Donc c'est l'autonomisation des femmes, l'autonomisation des femmes, l'éducation des femmes, l'accès aux opportunités économiques. Ça c'est extrêmement important, parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses femmes, je n'aime pas utiliser le mot accepte, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est ça, que de nombreuses femmes se retrouvent prisonnières de cycles de violence. Il y a les lois. Il faut travailler sur les lois, ça c'est primordial. Il faut travailler sur les lois. Il faut que le système judiciaire, dans chacun des maillons de la justice fonctionne. Ça veut dire que il faut que la police soit bien imbue, parce que quand une femme est une survivante de violence et qu'elle aille porter plainte, il faut que les gens qui reçoivent la plainte au poste de police soient en mesure de recevoir cette plainte et qu'on lui dise pas, bon, si c'est mari ou c'est pas violence. Donc c'est ça. Donc il faut que chaque maillon de la chaîne de protection fonctionne, que les juges acceptent d'appliquer la loi. Mais il faut aussi que les lois et les politiques publiques arrêtent de perpétuer le cycle de la violence et arrêtent de promouvoir des stéréotypes basés sur le genre. J'aime mentionner ce cas de la stratégie nationale pour la planification familiale qui, dans cette stratégie, on dit clairement qu'une femme qui a un handicap psychosocial, que sa famille ou le médecin peuvent décider, sans le consentement de cette femme, de la stériliser. Donc ça, ce sont des politiques publiques qui
ne protègent pas, mais des politiques publiques qui encouragent la discrimination basée sur le genre d'abord, mais aussi sur le handicap. Et donc, travailler sur les politiques publiques, travailler sur les lois, sur leur application, sur l'éducation des femmes, l'éducation des enfants, travailler également à ce que les femmes soient autonomes économiquement, qu'elles aient beaucoup plus accès à des opportunités économiques, mais aussi travailler avec les hommes, comme je le dis. Il faut travailler avec les hommes, il faut travailler avec les garçons, et il faut que le système éducatif arrête aussi de perpétuer, d'encourager les stéréotypes basés sur le genre et sur le handicap dans les manuels scolaires, par exemple. Les exemples de maman est à la cuisine, les images que maman est à la cuisine, papa va travailler, maman va au marché, papa lit son journal. Il faut arrêter parce qu'il faut que les petites filles aient d'autres modèles. Il faut que les petites filles comprennent aussi qu'elles peuvent être tout. Oui. Donc, il ne faut pas qu'elles se sentent limitées et que cette limitation soit encouragée par les manuels scolaires. Oui, bien sûr. Parce que les petits garçons aussi, ils apprennent tout ça à partir de... Donc, c'est un travail, comme je le dis, qui doit être fait de fond en comble. On ne peut pas toucher un aspect et ne pas toucher les autres. C'est un cycle. Donc, il faut vraiment travailler sur tous les aspects. Oui, c'est un travail en profondeur. Et commencer avec les enfants dès le plus jeune âge. Oui. Le respect des autres, les frères, les petits frères, les petites sœurs, ne pas avoir que les parents, eux, n'aient pas de comportements différents envers les petites filles, envers les petits garçons. Donc, fragiliser les petites filles en leur disant qu'il leur faut un homme pour les sauver ou pour les protéger. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme, également un changement de mentalité qui doit être fait. C'est quelque chose de très profond. Oui, on travaille sur la culture elle-même, en fait. C'est ça. La musique, mon Dieu, il faut travailler avec les artistes. Parce qu'il y a cette violence-là qu'on retrouve dans nos musiques qui sont très entraînantes. On danse là-dessus, hein, mais c'est terrible quand on étudie. Je sais qu'on parle beaucoup des comptines, un petit bonhomme pas plus grand qu'un rat qui battait sa femme. Il faut arrêter aussi d'apprendre aux enfants ces comptines-là. Au kindergarten, mais aussi, il faut que nos musiciens s'y mettent. Oui, et s'engagent. Ils s'engagent, c'est ça. Tout à fait. La violence contre les femmes et les enfants n'a pas toujours existé sous cette forme. Alors, quelles sont les causes de la dégradation de cette situation ? La violence existait, je dirais. La violence existait. Elle se faisait derrière les rideaux. On n'en parlait pas. Oui. Mais je pense qu'elle existait. Maintenant, je pense qu'on en parle davantage parce que les gens sont beaucoup plus sensibilisés. Les femmes commencent à prendre conscience du pouvoir qu'elles ont et du fait aussi que ce sont des situations qui ne sont pas acceptables. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le début de la lutte contre la violence faite aux femmes, aux filles et aux enfants en particulier, c'est leur donner le pouvoir de savoir qu'elles sont des êtres humains et qu'elles ont le droit d'être protégées et que la violence ne fait aucun sens, qu'elles ne doivent pas accepter cette violence. Donc, je pense que c'est le début. Elle était là. Mais je pense aussi que la banalisation avec toute cette... Parallèlement à cette sensibilisation qu'il y a et au fait qu'on parle beaucoup de droits humains maintenant alors qu'on n'en parlait pas, je pense aussi que parce que c'est une violence maintenant la violence est généralisée dans le pays et banalisée, il y a des morts partout, les enfants traversent des cadavres pour aller à l'école, donc la violence est d'une manière banalisée. Donc on voit, il y a un... Comment on dit ça? Là, maintenant, ça a pris des proportions démesurées. Et c'est ça. Et parce que le système judiciaire ne fonctionne pas aussi, donc il y a l'impunité, il y a pas de punition, les gens ne sont pas punis, il y a l'impunité. Donc, ça encourage. La première chose, c'est que quand tu as un système judiciaire, quand tu as la justice qui ne fonctionne pas, donc, les gens se croient tout permis et ils savent qu'ils ne vont pas payer, quoi. Oui.
Mais donc, en fait, avec la violence qui s'est généralisée, est-ce que il y a aussi un accroissement de la violence sur les femmes et les enfants, ou bien est-ce que tu penses que c'était déjà là et... Non, c'est sûr qu'il y a un accroissement. Oui. Je disais parce que là maintenant, la violence a pris des mesures alarmante, encore plus alarmante. La violence est beaucoup plus visible maintenant aussi. La violence, il y a sur les réseaux sociaux, les femmes sont attaquées partout. Il y a aucune protection pour les enfants sur les réseaux sociaux qui sont très accessibles. Il y a beaucoup je dirais bon, la violence est visible et je ne dirais pas qu'elle est acceptée, mais parce que cette violence est généralisée, ça fait partie de notre quotidien maintenant. Mais il y a un point qui est important aussi à souligner, c'est qu'avec l'insécurité, avec la situation de l'insécurité, les femmes sont encore beaucoup plus victimes que les hommes parce qu'elles sont beaucoup plus à risque d'être kidnappées, elles sont beaucoup plus à risque d'être violées. Les femmes sont utilisées par les gangs. Elles sont utilisées elles sont utilisées comme des objets sexuels par les gangs. Il y a beaucoup d'exploitation et les filles, donc avec la migration interne où les femmes et les enfants sont obligés de se déplacer, les enfants qui dorment sur les places publiques avec tous ces déplacés que nous avons dû à l'insécurité, oui, avec le contexte actuel politique, social, c'est sûr que les femmes sont beaucoup plus à risque et elles sont beaucoup plus victimes que les hommes. Impact, engagement, participation, capacité existe depuis 2011. Joanne, quels sont les principaux défis par rapport aux apprentissages que les jeunes ont fait? Donc, c'est-à-dire, tu as travaillé, Impact travaille avec beaucoup de jeunes sur le terrain, dans les écoles, etc. Et donc, quels sont les principaux défis pour que les jeunes puissent mettre en application leurs apprentissages par rapport à cette sensibilisation sur la violence? Bon, je dirais que les défis sont ceux qui sont inhérents à la société même, au contexte des communautés dans lesquelles ces jeunes évoluent. Donc, quand vous éduquez des jeunes, vous éduquez des enfants, des filles sur leurs droits, et que dans les foyers dans lesquels ils évoluent chez eux, qu'il y a de la violence, c'est quelque chose. Quand vous leur dites qu'il y a un système de protection, que ces jeunes sont au courant de l'existence de systèmes de protection et que malgré tout parce qu'ils n'ont aucun recours dans les communautés ou dans leur famille, c'est un défi. Quand la violence est perpétrée par les parents, quand il y a l'inceste, c'est un défi parce que les enfants sont au courant de leurs droits et parfois on se dit que est-ce que ça les met beaucoup plus à risque parfois parce que quand ils connaissent leurs droits et qu'ils les revendiquent. Et parfois, dans les milieux dans lesquels ils évoluent, surtout dans la mentalité haïtienne, donc ce sont des enfants qui sont effrontés. Ce sont des enfants qui ne respectent pas les adultes. Donc ça, c'est éduquer les enfants, éduquer les jeunes sur les questions de protection, de non-violence, du droit qu'ils ont d'être protégés contre la violence. C'est vraiment un changement de paradigme. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, travailler avec les adultes, travailler avec les parents, parce que parfois la violence est faite par les parents au milieu familial, parfois c'est un milieu religieux aussi, par des leaders, entre guillemets, ce qu'on appelle des leaders, donc ce sont des ayants droit. Donc ça, c'est un défi pour mettre en œuvre, en application ce que les enfants, pour eux, ce qu'ils apprennent. Donc c'est comme s'il y a une déconnexion entre ce qu'ils apprennent et le contexte dans lequel ils évoluent. Donc ça, c'est un défi majeur. Je dirais un autre défi par rapport à cela, c'est que
surtout avec les garçons. Avec les garçons, c'est parce que c'est protéger les femmes, protéger les filles, ne pas être violent, ne pas exercer la violence sexiste contre les filles et les femmes, c'est vu comme de la faiblesse parce qu'il y a surtout les teenagers et les jeunes hommes, etc. Donc, il y a une culture de machiste. Donc, ça, c'est un homme qui est fort, un homme qui peut-être qui frappe ou qui hausse le ton, c'est un homme qui a du caractère et c'est son garçon. Et donc, travailler avec les garçons, travailler avec les jeunes pour que ce machisme soit vu comme de la violence, c'est de la violence. Donc, c'est un défi pour eux d'appliquer cela aussi dans les communautés parce qu'il y a beaucoup de violence sur eux aussi. Il y a beaucoup de pression, la pression des pères, des autres garçons sur les garçons eux-mêmes. Donc, il faut vraiment travailler sur l'estime de soi avec les garçons aussi, parce que cette violence qui est exercée par les pères les incite parfois à être violents contre les filles. Mais c'est pour être accepté, c'est pour faire partie d'une communauté et pour répondre aux caractéristiques sociétale, à la description de ce qu'est supposé être un garçon, un homme. Donc ça, c'est un autre défi. Et bon, je dirais aussi que peut-être le défi qu'il y a, c'est que quand on travaille dans ce domaine, quand on travaille sur la partie humaine, sur le capital humain, je pense qu'il y a un défi parce que c'est pas des choses qui sont palpables. Donc, mobiliser des ressources pour ce genre de choses, c'est compliqué. Parce que vous dites que, bon, oui, je travaille avec des adolescents, j'éduque par rapport oui, mais on ne voit pas. OK? Quand on regarde, on ne sait pas s'il n'est pas violent ou pas. Donc, ça veut dire que les résultats ne sont pas palpables, ne sont pas visibles tout de suite, alors que c'est un investissement. C'est un investissement, mais c'est un défi de mobiliser des ressources et pour faire ce genre de travail. Mais c'est un travail qui est payant parce que quand vous éduquez quelqu'un et que cette personne arrive à changer de comportement, arrive à penser différemment dans une société qui l'incite à être violent, je pense que c'est une contribution énorme dans la communauté. C'est une contribution énorme pour le pays. Ben justement, je voulais savoir quelles sont les plus belles réussites d'Impact. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Ah oui, non, ça me fait sourire parce que, bon, moi, j'ai pendant les plus de 20 dernières années, je n'aime pas dire ça parce qu'on calcule mon âge. J'ai travaillé pendant plus de 20 années avec les enfants et les jeunes. C'était vraiment ma niche, jusqu'à présent d'ailleurs. Et je les ai vus grandir, je les ai vus devenir des jeunes femmes et des jeunes hommes responsables, des citoyens engagés. Et c'est ce qui me dérange parce que il y a de l'espoir. C'est là qu'il faut aller. Et parce que les jeunes avec qui j'ai travaillé, les enfants avec qui j'ai travaillé, alors, je pense que c'était une opportunité extraordinaire pour moi aussi, comme adulte, mais aussi pour eux. Ils ont eu de la chance, je pense, d'avoir pu intégrer un tel programme parce que si c'était pas ça, ils auraient pu intégrer d'autres programmes. Quand je dis d'autres programmes, ils auraient pu intégrer parce qu'il y a beaucoup que les gangs sont les gangs, les politiciens qui veulent manipuler les jeunes. Ils sont à la merci de ces gens parce que les jeunes dans les communautés, il y a rien. Donc s'il y a moyen d'avoir des programmes de leadership, d'engagement citoyen, il y a moyen de sauver le pays, mais ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas les gens. Donc, moi, j'ai vu, je les ai vus grandir. Ils sont aujourd'hui des jeunes hommes qui sont responsables. Certains ont leur foyer maintenant. Et donc, c'est ça. Donc, ils appliquent ce qu'on leur avait inculqué, ce qu'ils ont vécu pendant toutes ces années. Ils les appliquent dans leur foyer. Moi, je pense que c'est extraordinaire. Et je vois des jeunes aussi qui, ces dernières années, ont été intéressés à
à la politique, par exemple, à intégrer le Parlement. Oui. Bon, comme on n'a pas d'élection depuis quelques années, bon, mais je les vois, il y a beaucoup avec qui j'ai travaillé, je me disais, waouh, si c'était ces jeunes qui étaient au Parlement, mon Dieu, je ne pense pas qu'on aurait un pays dans cet état. Ben oui. Donc, pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment la solution pour le pays, là, maintenant. C'est les enfants. On a déjà perdu, je dirais, ces dernières années, comme on en parle, les enfants n'ont pas pu aller à l'école, on n'a pas pu avoir de programme dans les communautés, vraiment. Donc, je pense qu'il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter et recommencer ce qui est important. Il faut reprendre ce qui fait du sens pour le pays. Bien sûr, bien sûr. Et je pense, avec Impact, vous formez des jeunes qui eux-mêmes vont former d'autres jeunes. Hein? C'est ça. Hein? C'est ça. C'est un effet boule de neige, je dirais. C'est vraiment un effet boule de neige parce que chaque jeune que vous formez, chaque enfant que vous formez, à son tour, retourne dans sa famille, va éduquer sa famille, va éduquer ses frères et sœurs, va éduquer ses parents. Et c'est un effet boule de neige parce que pour nous, chaque jeune, chaque enfant qui rentre en contact avec nous dans le cadre de nos programmes, c'est un agent de changement. Un agent de changement d'abord dans sa famille, dans son église, dans son école, dans sa communauté. Et c'est ça. Et c'est le citoyen qui s'engage dès le plus jeune âge. Parce que pour nous, être citoyen, c'est pas avec l'âge de vote, c'est pas le droit de vote. Être un citoyen, c'est dès le plus jeune âge, c'est d'abord apprendre à respecter les autres et c'est d'abord à comprendre que la société, les questions de diversité, les questions de tolérance, les questions donc pour nous c'est ça et c'est tout ça un bon citoyen et ça commence dès le plus jeune âge. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc tu parlais de famille, etc. Et justement, les mères éduquent toute la société. Donc, évidemment, sans leur remettre la responsabilité de la violence, mais à ton avis, comment est-ce que dans leur éducation, elles pourraient contribuer à réduire ce cycle de la violence? Très souvent, et on en parle, quand on parle aux femmes, elles disent oui, mais pour que leurs enfants, pour que leurs garçons survivent dans cette société, qu'ils ne soient pas victimes, eux, de violence, il faut les éduquer ainsi. Et pour que leurs filles puissent trouver un mari, un époux, il faut qu'elles sachent faire à manger, il faut qu'elles sachent cuisiner, il faut qu'elles sachent faire... Et c'est ça. Donc, ce sont des stéréotypes qui se transmettent de génération en génération pour la survie, entre guillemets. Je comprends. Et donc, en fait, il n'y a que un système de justice, en fait, qui pourrait un peu casser ce cycle de la violence. Et ce système de patriarcat qui est là, qui est bien vissé, qui est bien toléré, qui est supporté par les hommes en général. Et c'est eux jusqu'à présent, hein, même si nous sommes majoritaires en nombre, 52% de la population femme, mais bon, c'est qui sont les dirigeants en général? C'est qui décide? Vous avez le Parlement, le dernier Parlement, combien de femmes qu'il y avait dans le dernier Parlement? C'est que au niveau des municipalités, il y avait la loi qui disait que au moins la loi électorale qui parlait d'au moins il y a un pourcentage sur les 5, je ne me rappelle pas, c'était 30%, je ne me rappelle pas, il fallait qu'il y ait 30% de femmes, mais on sait aussi comment que c'est la présence en nombre. Ça ne fait pas de différence. La présence en nombre, ça ne fait pas de différence. Quel était leur rôle dans ces cartels? Est-ce qu'elles avaient vraiment le pouvoir de décision? Est-ce que c'était juste des figurants? Donc, tu sais, quand on pense à tout ça, on voit que toute la société, dans tous les aspects, dans chaque cellule du fonctionnement de la société, il y a quelque chose à faire. Il faut changer, il faut tout changer. D'accord. Donc, c'est ça. Ben oui, et donc là, Impact s'est engagé justement dans ce grand changement. Oui, non, jusqu'au bout, nous sommes engagés, nous sommes convaincus de ce que nous faisons. Et nous n'allons pas nous arrêter. Bien sûr. Je te le souhaite, en tout cas. Je souhaite ça à Impact, que jusqu'au bout, vous puissiez faire vos actions et que le pays change. Nous y travaillons dur. Voilà, exactement. Un jeune à la fois, une famille à la fois, une communauté à la fois. Oui. Alors, donc voilà. Alors,
D'après toi, dans cette situation de violence extrême, comment redonner espoir aux générations futures, renforcer leur identité et donner plus de sens à ce qu'elles vivent? Wow, ça, je pense que c'est la question la plus difficile de ton entretien. Tu sais, c'est difficile parce que, tu sais, de nos jours, quel que soit l'âge, qu'il s'agisse d'enfants, d'adolescents, de jeunes, des adultes, un bon homme veut laisser le pays. Ça, c'est le premier objectif. Tu sais, le découragement est tellement la misère, il y a pas d'espoir. C'est comme si les jeunes ne voient aucune issue. Et tu comprends leur désarroi. Parce que tu es dans une société où rien ne fonctionne. Quand les enfants ne peuvent pas aller à l'école, c'est la catastrophe dans une société. Les pays en guerre s'arrangent quand même pour que les enfants puissent aller à l'école. Pour ne pas interrompre l'éducation, parce que une nation, c'est d'abord l'éducation de ses citoyens. Et là, tu as des communautés où les enfants ne sont pas en mesure d'aller à l'école. Donc, redonner espoir, mon Dieu, je pense qu'on a besoin d'une autre classe de politiciens. Mais il n'y a pas de génération spontanée. C'est pas comme si du jour au lendemain, on va dire, on a besoin qu'on va avoir d'autres politiciens. Ce sont ces jeunes-là avec qui nous travaillons qui devraient assurer la relève. Mais, tu sais, c'est triste à dire, mais je pense que nos dirigeants font tout ce qu'ils peuvent pour que ces jeunes s'en aillent. Pour que ces jeunes ne veulent pas rester, qu'ils ne veulent pas rester dans le pays. Donc, redonner espoir, ce serait comment, mon Dieu, je pense que c'est ne pas lâcher, c'est continuer et c'est d'avoir le discours, selon lequel il y a beaucoup de défis. Tu sais, on voit noir, mais tu sais, il y a le bout du tunnel. Il faut travailler, il faut continuer à creuser parce que on ne peut pas rester engouffré comme ça. Bien sûr. Tu sais, à jamais. Donc, c'est ça, je pense. Donner espoir, c'est dire qu'on doit se battre, qu'on se bat. On se bat pour ce qu'on aime. Donc, on aime Haïti, donc on se bat pour Haïti. Donc c'est ça. C'est pas facile, c'est pas évident. On n'a pas le choix parce que nous sommes haïtiens, donc c'est ça. Grâce à des modèles comme toi aussi, comme Impact, que vraiment les jeunes peuvent voir que, ben voilà, il y a encore possibilité, il y a encore de l'espoir et merci beaucoup pour ton engagement. Merci Joanne pour cette interview vraiment très très intéressante, qui est vraiment importante. Voilà, donc je te laisse le mot de la fin pour conclure. D'accord, merci Nadia, merci de l'intérêt que tu portes au travail de Impact. Merci de porter la voix, ma voix, la voix de Impact aux autres et merci aussi d'avoir mis le projecteur sur la problématique, mais surtout d'avoir parlé d'espoir parce que ces jours-ci, on parle beaucoup des problèmes, mais on ne parle pas d'espoir. Or, moi, je veux toujours dire que en fait, l'espoir, c'est quand il n'y a rien que tu as l'espoir. Parce que quand tout va bien, bon, tu n'espères rien. Donc, c'est le moment d'avoir de l'espoir. D'accord. Merci beaucoup. Merci Joanne Garnier. Merci. Merci pour votre écoute et à bientôt.